400 vidéos, mon ami. Quand je pense à la galère de la première, quel sentiment incroyable. Une véritable satisfaction d'en être arrivé là en moins d'un quinquennat, toujours avec la même ferveur, la même passion et l'envie de continuer aussi. Ça, c'est très important. Il est là le kiff. Merci aux fidèles compagnons des bois qui étaient là depuis la première heure. Merci de supporter ma grande bouche. Merci à ceux qui étaient de passage et qui sont partis en route. Merci aux pudiques qui suivent de loin mais qui me laissent souvent des messages en MP, ça me fait vraiment plaisir aussi. Et merci aux non-abonnés qui matent en majorité mes vidéos. Parce que j'arriverai jamais à m'expliquer, je comprends pas le système YouTube, comment ça fonctionne, mais bon, c'est comme ça. Et remerciement à celui qui a rendu tout cela possible, l'algorithme YouTube qui met mon contenu en avant et qui aime tellement les rebeux. Ça fait vraiment plaisir YouTube, t'es glamour. Et pour mettre les petits plats dans les grands, nous allons parler d'une thématique qui me plaît tant, avec le porno allemand des années 70, le cinéma d'action. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à mes collègues, frères d'armes, de contenu, youtubistes, podcasteurs, du personnel hautement qualifié qui peuvent se taper dans n'importe quelle bataille, une team qui peut te faire passer les 7 mercenaires et les 12 salopards pour des chanteurs à la croix de bois, une équipe qui peut te faire passer la Dream Team 92 USA aux Jeux Olympiques de Barcelone pour une quelconque équipe de Pro B, pour nous compter la scène d'action qui les ont marqués dans l'histoire du cinéma. Pour ouvrir le bal comme il se doit, nous commençons par un individu pas comme les autres. Je le surnomme l'abbé Pierre du YouTube Game, tellement il est généreux, tellement il a le cœur sur la main. Fan de SF, de la casquette de Kevin Feige et de la filmographie d'Ariel Dombal. Jamais, plutôt mourir. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le Mediavore. Come on Media, come on! Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. Merci beaucoup à Rebeu des Bois de me laisser quelques minutes la chance de profiter de ce moment pour vous parler d'une scène d'action, d'une scène de course-poursuite qui me plaît énormément. J'avais envie de vous parler de Matrix Reloaded, de la scène d'action de Matrix Reloaded qui va se passer sur une autoroute, qui va se passer donc sur le freeway. Après cette autre scène où on va voir donc Neo qui va se battre dans un château et on a le maître des clés qui va ouvrir dans un parking et va commencer une course-poursuite effrénée à travers une autoroute. Et alors, j'aime beaucoup cette scène pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a des scènes de fight vraiment très cool, entre par exemple le personnage de Laurence Fishburne, donc Morpheus, avec les jumeaux, donc les jumeaux qui obéissent à la solde du personnage de Lambert Wilson. Mais on va avoir aussi le personnage de Trinity, donc joué par Carrie-Anne Moss, qui va donc se battre contre, ou en tout cas essayer d'échapper à l'agent qui est donc contrôlé par le système, et qui va tout faire pour supprimer cette anomalie. J'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange de techniques, il y a un mélange des genres, et je trouve que on arrive à vraiment être imprégné vraiment dans cette scène. On va avoir justement un mélange sur le fait d'avoir déjà des effets spéciaux et des effets pratiques. Par exemple, je vais penser à cette scène où on va voir l'agent qui va sauter, je crois, d'un camion ou d'une voiture et qui va ensuite sauter sur le capot de la voiture va exploser, donc on va faire une espèce de salto devant et elle va ressauter par-dessus. Donc déjà un mélange entre des effets pratiques avec des effets numériques, mais également des fantômes, des personnages qui peuvent passer à travers des objets physiques, et donc ça peut donner des scènes extrêmement cool. Justement cette scène avec Morpheus qui va se battre au couteau et qui va empêcher, qui va être une scène assez voilà, comme ça, où il va se passer pas mal de choses et que j'ai adoré. Et la petite anecdote, c'est que pour faire cette scène, eh bien, ils n'ont pas eu l'autorisation de réserver, de accaparer une autoroute pendant des jours et des jours et des jours, et donc pour le coup, ils ont construit leur propre autoroute. Et je trouve ça hyper cool, parce que comme ils pouvaient pas, et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, et qu'ils construisaient leur propre autoroute, ils ont construit l'équivalent de 3 ou 4 km, et chaque jour, à chaque fois qu'ils filmaient quelque chose, et à chaque fois qu'ils avançaient dans l'histoire, et avançaient dans cette scène de course-poursuite, bah, ils remplaçaient un tronçon, ils ajoutaient une route, ils ajoutaient un truc sur le côté pour justement qu'on y croit, et qu'on soit vraiment imprégné à fond dans ce moment. Voilà, donc j'aime beaucoup ce moment, et merci à Rebeu des Bois de m'avoir laissé partager mon petit avis sur ce film qui est Matrix Reloaded. Préparez vos passeports et vos tests PCR négatifs, nous prenons l'avion pour partir en Orient, où nous allons voyager avec un Fu Manchu, baroudeur du continent asiatique qui arrive tout le temps sur sa chaîne à nous extraire des pépites du cinéma d'action de cette contrée lointaine. J'ai nommé Jonathan Asia. Come on Jonah, come on! Yo mon poteau, et merci beaucoup de m'inviter pour ta vidéo.
Alors comme beaucoup, je pense, je suis un enfant des années 80. Génération Vidéo Future, Vidéo Club, série B de baston américaine, Hong Kong Magazine, les films de Jackie Chan, les films de Bruce Lee, on a tous grandi à peu près avec les mêmes films d'action qu'on a tous aimés. Et dont pour la plupart, je pense, on est encore assez nostalgique, presque 20-30 ans plus tard. Difficile de choisir pour ma part une scène d'action, ma scène d'action préférée. J'aurais pu tomber dans la facilité, parler de À toute épreuve, Le Syndicat du crime ou Drunken Master 2. Mais j'ai décidé de m'appuyer un peu sur cette nostalgie dont je parle pour vous évoquer un fight extrait du film Ninja 2 de Isaac Florentine. Jeff Speakman, Lorraine Avedon, King of the Kickboxer, Michael Dudikoff, American Ninja. Je pense que tout ça, ça vous parle pas mal. Les séries B de fight américaines avaient un certain cachet que j'appréciais beaucoup à l'époque et donc j'étais pas mal nostalgique jusqu'au moment en fait où au début des années 2010 j'ai découvert Scott Adkins. Ces films sont pour la plupart d'excellentes séries B remplies d'action, une action très lisible et ça sent vraiment cette époque où le vendredi soir, j'allais au vidéoclub avec ma mère et je louais quelques petites séries B d'action pour passer le week-end. Quand je regarde un film de Scott Adkins, c'est tout à fait ça que je retrouve comme émotion. Ninja 2 fait suite à Ninja Shadow of a Tear et on va suivre Scott Adkins dans une quête vengeresse après le meurtre de sa femme enceinte. Après plusieurs affrontements, il va s'apercevoir à la fin du film que son ennemi n'est autre que son ami, interprété par l'acteur japonais Kane Kozugi, ce qui va donner lieu à un fight que je trouve absolument incroyable. Aussi bien dans sa mise en scène que dans sa chorégraphie, je trouve le combat excellent, il est séparé en deux parties, bien distinctes, et la lisibilité et les enchaînements sont d'une qualité absolument folle. Voilà, si vous êtes nostalgique un petit peu comme moi des années 80-90 et des séries B d'action américaines, faites-vous la filmographie de Scott Adkins en commençant par Ninja 2 parce que c'est clairement pour moi l'un de ses meilleurs films. Voilà poto, j'espère que j'ai pas fait trop long, je te laisse et merci encore pour l'invitation. Ciao! On ne peut pas faire la fête comme il se doit sur Robot des Bois Chronicles si on ne convoque pas le meilleur podcast du cosmos, VHS et Canapé. Pour ce faire, ils ont libéré leur leader charismatique à la voix suave à te faire mouiller Madame la Présidente avec ce physique d'acteur érotique d'M6, toujours présent pour Game Bangel, le cinéma bis et le cinéma d'action. Je veux un maximum de love et un maximum de souffle pour le sensei Ron Kenobi. Come on Ron! Hein? Y'a le Rebeu des Bois qui veut que je participe à une vidéo pour sa 400e. Mais carrément! Bonsoir les amis, c'est Ron de VHS et Canapé et je réponds à l'invitation de mon ami Rebeu des Bois pour parler d'une de mes scènes d'action préférées. Alors d'abord j'ai pensé à ça, mais je crois pas que ce soit trop le genre de scène d'action dont il veut parler ce salaud. Alors bien entendu j'aurais pu parler d'une scène d'un film de super-héros, hein, genre Spider-Man de l'intro de Blade, ouais ok, facile, ou alors j'aurais peut-être pu parler d'un film de la canon, ça aurait pu être bien aussi, mais non, je vais faire un petit hommage à la rubrique que je préfère de mon ami Rebeu, c'est les films de l'amour, et là je vais vous parler de la scène de Indiana Jones 2. Indiana Jones et le Temple Maudit. Alors j'avais déjà vu le premier au cinéma qui avait fait son petit effet, mais le deuxième, oh là 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 là. Et cette scène d'action de dingo, alors bien entendu c'est quand notre ami Indiana Jones va libérer tous les enfants, il rentre dans la grotte comme ça, et là on a une baston sur les échelles contre des colosses, hein. Les mecs ils ont des bras qui sont comme mon torse, bon, ok je suis pas super torse, enfin tout de même, et ça castagne, et il y a du fouet, et il y a du coup de poing, et il y a des chariots, bordel de merde. Et là, c'est parti sur les montagnes russes, et ça se poursuit, et ça fonce, et ça s'arrête jamais. On a encore des coups de poing, des changements de voix à la dernière minute. Attention, on va tomber, ça s'arrête pas, c'est dingue. J'adore cette scène, jusqu'à la fin, avec toute l'eau qui va envahir les tunnels jusqu'à sortir derrière dans des gerbes absolument délirantes. Je trouve ça incroyablement spectaculaire. Alors ouais, il y a des incrustations qui sont pas top, mais bon, imaginez on refait ça aujourd'hui, vous aurez quoi? Pas du CGI. Alors deux incrustations pas terribles ou du full CGI pas terrible? C'est simple,
Quand c'est Spielberg qui fait ça, c'est Indiana Jones, ça défouraille, c'est top. Voilà, c'était ma petite scène pour toi mon rebeu et je te souhaite de continuer encore longtemps. Médecin sériephile libéraliste que tu peux consulter sans passe sanitaire en étant positif à une MST de fin de vacances. Les coups précipités du dernier soir, tu connais. Cet individu t'ausculte et t'autopsie des séries comme personne sur la toile avec tellement de grâce et de classe. T'es obligé de l'inviter. Du bruit et un maximum d'effluves d'amour pour le Binge Docteur. Commande donc, commande! Salut mon rebeu, merci pour ton invite. Si je devais choisir qu'une seule scène d'action, ce serait celle des Promesses de l'ombre, réalisée par David Cronenberg en 2007. Alors ça peut paraître curieux, parce que quand on pense grand réalisateur de films d'action, tu penses peut-être pas forcément à Cronenberg, c'est juste qu'avec cette scène-là, qui fait à peine 3 minutes, il a juste tué le game. C'est un combat de David contre Goliath, où tu as 2 tueurs pros qui doivent éliminer le héros du film, Nikolai, qui est joué par Viggo Mortensen, ici à poil dans un sauna. Contre toute attente, Nikolai va éliminer les 2 tueurs. Mais pas avec un combat cool et fun, non. C'est juste sauvage, c'est sanglant, c'est 3 animaux qui se roulent par terre pour leur survie. Pour moi, c'est un peu l'inverse de Psychose. Au lieu d'avoir une héroïne qui s'est poignardée sous la douche dans un montage ultra cuté, t'as un héros poignardé qui se bagarre avec des plans longs. C'est une scène d'action qui est aussi parfaite côté émotion et scénario, parce qu'elle intervient à un moment crucial dans le film. C'est un film qui se déroule dans le milieu de la mafia russe, et le personnage principal, Nikolai, qui est joué par Viggo Mortensen, est en train de se faire trahir par son boss Semyon, qui le sacrifie comme dommage collatéral d'un de ses plans. À partir de cette scène, toutes les cartes vont être battues. Et c'est cette scène-là, vraiment, qui montre le shift, le changement chez Semyon et chez Nikolai. Ce qui est assez amusant, c'est que la scène s'inspire pas mal d'une bagarre qu'il y a dans Risque Maximum, avec notre JCVD chéri. Mais même si la scène est pas mal, elle est plus chorégraphiée, elle est plus cutée, et elle est moins impressionnante côté son. Parce que le travail sur le son dans Les Promesses de l'ombre, oh my god, c'est juste insane. Pour moi, cette scène d'action, c'est une des rares scènes qui m'est vraiment mis mal à l'aise. Pourtant, c'est pas la plus gore, ou c'est pas la plus longue, mais elle est tellement viscérale. Tu vois des corps qui se flétrissent sous des coups d'armes blanches, et t'es complètement derrière un mec qui est à poil sans défense, et qui est en train de se faire larder de coups. Pour moi, Cronenberg, dans cette scène, il est allé au bout de ses obsessions avec le corps, qu'on pouvait déjà voir dans tous ses films avant, comme La Mouche ou Vidéodrome. Mais dans Les Promesses de l'ombre, il n'y a pas d'artifice fantastique, il n'y a pas d'artifice de SF. T'as juste la chair, à nu, que tu recouvres de tatouages mafieux, ou que tu martyrises. Et puis il y a le rythme, c'est une lutte qui est tellement sauvage, que tu oublies qu'en fait, elle a été chorégraphiée au millimètre derrière. Pour tout ça, je dirais que cette scène des Promesses de l'ombre, c'est ma scène d'action préférée. Nous arrivons à un habitué, le faiseur de pluie, le rappeur gothique apolitique du Val d'Oise, co-créateur du 2e meilleur podcast du cosmos, Ma vie est une série télé, toujours le major en l'air pour exprimer sa joie. Fidel Gas, l'original bâtard, fais parler la poudre! Bon, 2 minutes pour fêter la 400e vidéo du Rebeu des Bois en parlant d'une scène d'action, ok. Si t'as grandi dans les années 80, obligé t'as été marqué par le combat entre JCVD et Tongpo. Tu sais, le taille qui met des coups de tibia contre les poteaux en béton, enfin le taille, le marocain plutôt. Non, ça c'est le chien de Mickey. Bref, à la fin de Kickboxer, les deux décident de se taper à l'ancienne en trempant leurs gants dans du verre pilé et autres friandises. Le problème, c'est que Tongpo, ce fils de sa mère, il a kidnappé le frère de JC pour être sûr de gagner. Du coup, JC il commence à se taper, mais sans vraiment se taper, parce que il ignore que son sensei, une sorte de maître Miyagi-Tai, t'as vu, il est parti délivrer son frère. Donc JC, il se fait bien marbrer la gueule comme il faut, et après une énième chute au sol, v'là pas Tongpo, ce fils de chacal, il lui sort quoi? Tu te couches comme Miley, avec Miley, bonne baise. Oui, parce que il l'a violé un peu plus tôt dans le film. Là, JC, il hurle. Ah! Et quand il rentre dans le coin, on voit, il a grave le seum sa mère. Il a un peu vénère aussi après Miley, parce qu'elle lui a rien dit, la chouin. D'ailleurs, il chouine sur son épaule. Et c'est là, quand il est au plus bas, JC, qu'il entend siffler. Il tourne la tête, et c'est son frère, putain, porté par le sensei et le Renoir de service, parce que il peut plus marcher depuis que Tongpo, il la déboîte comme un Lego au début du film. Et là, son frérot, il commence à crier « Natsuko !» Natsuko, c'est le petit surnom dans l'État, ils l'ont affublé quand il a commencé à gagner des matchs là-bas. Du coup, toute la salle elle embraye. Natsuko, Natsuko.
Et là, il n'y a plus rien qui l'arrête, le JC. Il dit à sa gossure de lui couper ses gants, pas besoin, c'est JCVD quand même. Ton pot, tel une petite timpu, il essaie d'en profiter en traître. Mais là, le talon de JC, il vient direct faire un bisou au menton de ton pot. Et là, c'est le récital. High kick, talon in the balls, coup de coude dans la gueule, esquive et rebolote, essuie-glace dans la face, grand écart avec coup de poing dans les burnes, la spéciale, coup de pied sauté retourné dans sa gueule, et tout le tout team. Ton pot, il ramasse ses morts et JC, il finit contre le poteau. Tout est bien qui finit bien, enfin, pour ce film, car on apprend dans les suites que pour se venger, ce bâtard de Tongpo, il a buté les deux frangins. Le pire, c'est qu'il laisse les suites dans les mains de Sacha Mitchell, tu sais, Cody dans notre belle famille. Putain de merde. Bon ok, c'était Fidel Gas pour la 400e vidéo de la chaîne de Rebeu des Bois Chronicles. Peace. Comme ça. Comme ça. Le prochain est un homme singulier qui est le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. En nous enchaînant dans le plus grand des calmes, Mrs. Scud sur Mrs. Scud à chacune de ses sorties tellement ses vidéos sont époustouflantes. Donc les Serbis des Bois, faites un tremblement de terre, balancez vos strings en l'air pour l'homme que l'on nomme Ace Modé. Come on Ace, come on! Ok, donc la meilleure scène d'action en moins de 2 minutes. Bon ben, Bad Boys 2 direct. Bien sûr parce que Will Smith fait des trucs d'enfer, mais surtout parce que sur près de 10 minutes, on enchaîne 3 setups différents, passant d'une embuscade dans un parking à une fusillade dans un centre-ville, pour finir par une course-poursuite sur le pont MacArthur situé à Miami. Bon, et il y a évidemment Martin Lawrence qui en fait des tonnes et a raison, car là où Mike reste impassible et concentré, Marcus lui est directement à la place du spectateur et il en prend plein les yeux. Niveau réalisation, Michael Bay donne libre cours à son amour de la destruction et du chaos en lâchant de réelles voitures depuis un camion, éclatant bon nombre de caméras au passage. On passe d'une séquence très proche de la fusillade légendaire de Hit à une course-poursuite qui établira un nouveau standard pour le genre. A bord de la Ferrari 575M Maranello, le duo enchaîne les slaloms entre les débris de tôle froissée, tire sur des bad guys déchaînés et le réalisateur prend un malin plaisir à nous plonger au cœur de ce bordel sans nom. Bad Boys 2 rentre dans le panthéon des meilleurs films d'action de manière fracassante. La scène est dynamique, explosive et drôle, mais surtout devient définitivement culte, et s'il ne devait rester qu'une seule scène d'action, eh ben ça serait celle-là. Le bateau! Last but not least, en finissant par de la créativité poétique, du poil, de la chevelure majestueuse, un accent qui pue la lavande, un homme qui pourrait faire des millions de vues sur Pornhub s'il décidait d'abandonner son JT Comics, tellement il est gaulé comme un ardeur de Budapest. J'invoque le pouvoir ancestral du commis des comics. Ok mon rebeu des Wabs, ma scène d'action préférée c'est avec Mickey Rourke. Alors c'est pas dans le biopic de Brigitte Macron, dont l'acteur va camper le rôle principal puisqu'il n'est pas encore sorti, non. C'est dans Sin City, la petite beban de Robert Rodriguez, Michel c'est mon ex, et de Frank Miller, donc le scénariste et le dessinateur de la bande dessinée. Ce film c'est avant tout pour moi une prouesse technique parce qu'ils parviennent à adapter le comics parfaitement à l'écran, à tel point que si vous avez le film et la BD à côté, que vous faites pause sur certaines scènes, vous retrouverez quasiment toutes les cases de la bande dessinée dans le film. Et ça se passe juste après la scène d'amour où on a l'impression de voir un parpaing s'accoupler avec Boucle d'Or. Il dort mais elle est morte. On comprend qu'on l'a tué, on va lui faire porter le chapeau, les flics arrivent, il dit qu'il n'a aucune raison de la jouer d'une autre façon que sa façon, et sa façon c'est clairement celle dont s'est inspiré Alexandre Benalla la Contrescarpe, il envoie du bois, il va ouvrir la porte aux flics, enfin il va défoncer la porte sur les flics, en tabasser un ou deux, il va faire un putain de saut de l'ange dans la cage d'escalier, se rattraper au premier étage à la rambarde, et prouver qu'il a des abdos en béton armé parce que n'importe qui ferait ça, il aurait le côlon apparent en queue de cheval à l'arrière, c'est très clair. Il saute par la vitre, paf, en cafard dans les poubelles, il tombe et ensuite il va, il y a une voiture de police qui lui fonce dessus, il va à pieds joints sauter en GRS, on est vraiment en première au lycée à la gym, il va sauter dans la bagnole comme une lettre par la fente de la boîte aux lettres, par le pare-brise, donc il met 45 ans d'ITT avec 3-4 patates de forain dans chaque flic, il en vire un dans les poubelles, il part, il crache un petit peu de sang par la fenêtre du conducteur alors que le pare-brise est complètement défoncé, même le type de carglass il a jeté l'éponge, il aurait pu cracher devant, mais non, il est respectueux et puis il jure de venger sa belle Boucle d'Or, voilà. Donc regardez Sin City, mais surtout lisez-le, c'est une masterclass.
Terminus pour ce fêtage de 400e vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier... Attends quoi? Comment ça, Morgane Francini veut taper l'incruste? Bon, on est obligé d'accepter, c'est la famille. À toi, Momo. Bon, j'ai 1 à 2 minutes pour vous parler d'une scène que j'adore. Le training montage de Rocky IV. Ah, c'est débile, il cause en plus. Un training montage où on met en opposition l'entraînement de Rocky et l'entraînement du méchant russe. C'est pas le bon russe. Déjà, au niveau esthétique et montage, c'est l'avènement de MTV, on est dans un clip pur et dur. Regardez-moi cette magnifique opposition entre l'entraînement acharné et brut de Rocky et l'entraînement très informatisé de Drago. Et ce n'est pas parce que c'est un pur kiff visuel des années 80 que j'ai choisi cette scène, c'est surtout parce qu'elle en dit beaucoup sur le message du film. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'on te parle de Rocky IV, on te dit que c'est un film réganien, qui fait l'apologie du système réganien, tout ça. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de raisons dans le film pour vous dire que c'est faux, mais évidemment, je dois vous parler que de cette scène. Parce que Rocky quitte les États-Unis pour s'entraîner. Donc là, ça revient un peu à dire « je quitte la politique réganienne ». Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que son entraînement revient aux fondamentaux des États-Unis. Oui, ça se passe dans les montagnes de Sibérie, mais pourtant c'est très américain. Déjà, Rocky a un look tout droit sorti des bûcherons de l'extrême. D'ailleurs, il fait le bûcheron, il aide un cheval avec un attirail à l'ancienne. En faisant son entraînement, il réalise des tâches que les pionniers faisaient en arrivant en Amérique. Alors que de son côté, Drago, c'est la modernité avec plein d'appareils pour s'entraîner. Et même si cette modernité peut faire penser à la Russie de l'époque, ça fait aussi penser à Reagan, qui est dans une volonté d'expansion et de modernité aussi. Rocky, avec son entraînement, c'est un retour aux fondamentaux de l'Amérique. Donc voilà, je ne peux pas développer beaucoup plus. Vraiment, revoyez Rocky IV, repensez à tout ce que j'ai dit là, et vous verrez, ce n'est pas un film qui prône le système réganien. Voilà, merci Robeux des Bois pour l'invitation, je te fais des bisous, et bravo pour la 400e. Terminus pour ce fêtage de 400e vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier tous mes amis créateurs de contenu qui m'ont donné de leur temps pour nous partager leurs émotions. Les gars, vous avez fait un sacré taf. Il n'y avait que de la bastos, c'était vraiment kiffant. Vous m'avez honoré. Allez voir leur taf, allez voir leur chaîne. Je mets tous les liens dans la description, sinon ça va chauffer. Quant à toi, encore merci. Je te donne rendez-vous dans les 400 prochaines. On va pas s'arrêter en si bon chemin, mon pote. Le projet d'exploration cinématographique et de série de Robeux des Bois Chronicles continue plus belle. Et once again, merci pour tout, mon pote. Ça fait vraiment chaud au cœur. Peace and love.